Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette séance exceptionnelle de l'Université populaire d'histoire. Donc cette soirée a été organisée comme il y a 15 jours avec France Télévisions, qui nous fait l'amabilité de nous proposer une avant-première exceptionnelle d'un film qui va être diffusé au mois d'octobre, donc dans quelques semaines. Alors, à l'issue de la projection, on aura évidemment le plaisir de discuter, d'échanger avec les deux auteurs, réalisateurs du film que j'ai le plaisir d'accueillir, Fabien Béziat et Hugues Nancy. Bonsoir. Alors, on a eu le plaisir de les accueillir tous les deux déjà à de multiples reprises à Pessac, et vous avez forcément vu une de leurs dernières réalisations qui était Nous paysans. Hugues, vous étiez scénariste et Fabien était co-réalisateur avec Agnès Poirier, c'est ça ? Et donc, 2-3 ans, ça fait combien de temps déjà ? Ça fait 2 ans. 2 ans, voilà, 2 ans après, 2021. Vous revenez avec Nous les ouvriers. Donc un petit mot peut-être quand même de présentation sur ce projet qui semble enchaîner avec le précédent. Alors, c'est un projet qui clôture en fait, je pense, 3 films que nous avons initiés avec Hugues, puisqu'en 2016, on avait fait un film qui s'appelle L'épopée des gueules noires, qui racontait en fait toute l'histoire des mineurs de fond, depuis les origines jusqu'à la fin des mines. Et déjà, en fait, à cette époque-là, on s'était intéressé au travail du monde ouvrier. Ensuite, Nous paysans racontait le grand balancier en fait de la disparition du monde rural sur le siècle, et ça nous a paru important avec Hugues de montrer en fait et de donner la parole, de donner un visage, de donner une histoire à toutes ces personnes qui font l'histoire de France aussi très fortement et qui sont pas forcément mises à l'honneur tout le temps. Donc c'était une façon de rendre hommage en fait à toutes les personnes qui sont peut-être des fois invisibles en fait sur les écrans de télévision, mais qui ont une importance fondamentale. Voilà. Hugues, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non, c'était très bien dit. C'est vrai que c'est un film hommage, c'est comme ça qu'on l'a pensé. On voudrait remercier France Télévisions juste parce que ça passera sur France 2, donc en prime time. France 2, le 10 octobre. France 2 a décidé, si je me permets de le dire là, c'est parce que je vous invite à suivre cette soirée, parce que France 2 a décidé de faire une nuit documentaire qui suit la diffusion de ce film, et donc il y aura 5 ou 6 films qui vont se succéder sur France 2, sans interruption, consacrés au monde du travail. Et donc c'est un engagement de France Télévisions et qui nous fait plaisir, parce que, comme l'a dit Fabien, pour nous, c'était très important de rendre cet hommage au monde ouvrier. Un mot quand même sur Nous paysans, donc, qui a eu un succès exceptionnel, on peut le dire, à la télévision en termes d'audience. Donc de mémoire, c'est, je crois, 5 millions. Oui, un peu plus. Même un peu plus, voilà. Et donc, voilà, vous réalisez des documentaires depuis maintenant un certain temps. Pourquoi ce film-là, à un moment donné, atteint... Voilà, il devient presque un événement culturel. Non, mais je suis sérieux, ça arrive en fait très rarement. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, voilà. Ça n'arrive jamais. Donc, tout d'un coup, il y a 5 millions de personnes qui, le même soir, regardent un documentaire sur l'histoire des paysans. Donc, vous avez touché quelque chose. C'est un contexte particulier. On était en plein Covid. Alors, près du micro. On était en plein Covid. Il n'y avait pas de salon de l'agriculture à cette période-là. Je pense que notre attachement en fait, au monde rural est très important. C'est-à-dire qu'on a, je pense, tous des racines rurales. Donc en fait, il y avait des éléments. Mais après, la réussite d'un film, à un moment donné, c'est très difficile en fait, de dire pourquoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une grosse pression maintenant pour le prochain. Et d'ailleurs, c'est très difficile parce que, évidemment, France Télévisions aimerait que nous reproduisions avec Nous les ouvriers ce succès qui, à mon avis, n'est pas reproductible. J'espère que le film sur les ouvriers va avoir un vaste public et un large public, c'est l'objectif, mais le phénomène n'est pas reproductible. Pourquoi, effectivement, d'un seul coup, ce soir-là, tout le monde a décidé de regarder ce film. Il y avait aussi un élément qui était... Également en replay, quand même. Oui, parce qu'avec, on est une semaine... 9 millions avec le replay. 9 millions avec différentes diffusions. Et au bout d'une semaine, à l'époque, on était au-delà de 6 millions avec le replay.
Il y avait aussi quelque chose dans le nous paysan qui était très englobant, parce que c'était le point de départ du film, c'est de dire nous sommes tous des paysans. Si on recule un tout petit peu dans le temps, c'est-à-dire à peu près début du 19e siècle, ou aller à mi-temps du 19e siècle, nous sommes tous paysans. Donc toutes nos familles sont des familles paysannes, sans exception. Donc déjà cet élément-là, il permet aussi de s'identifier à une histoire ou d'avoir envie de découvrir cette histoire. C'était un peu le pitch du film. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là à la télévision ? C'est un mystère. On aimerait bien connaître la recette, et pourtant ça fait plus de 25 ans qu'on fait ça et on l'a toujours pas trouvé. Mais si on la connaissait, ça serait effrayant, parce que oui, imaginer de faire un travail pour 5 millions de gens, c'est pas possible en fait. On peut pas. Alors, dans la foulée de Nous Paysans, donc on est en 2021, quelque chose comme ça. 2021. Et donc, de mémoire, quand même, à ce moment-là, il y a une série documentaire qui est diffusée sur Arte, qui s'appelle Le Temps des ouvriers, de Stan Neumann. Alors, j'imagine certains d'entre vous dans la salle ont pu le voir, qui est une série assez remarquable. Et la question, c'est comment vous vous positionnez, justement, par rapport à une série qui a un très bon accueil critique, très bon accueil public, et vous dites, finalement, il y a encore une histoire des ouvriers à raconter, même si cette série s'est déjà faite. Comment vous vous positionnez par rapport à cette série ? Moi, je ne l'avais pas vu quand on a déposé le dossier. Je savais que ça existait. Toi, tu l'avais vu ? Moi, j'avais vu la série, évidemment, que j'ai trouvé remarquable à tout point de vue. Excusez-moi, je sors d'un Covid et je vais tousser un petit peu, je vais essayer de faire attention. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, vous inquiétez pas. Ça dure. Alors, je pense qu'on ne se positionne pas par rapport à un programme, parce que ça serait compliqué. Il faudrait que voilà, ça serait beaucoup trop d'injonctions, en fait, pour pouvoir imaginer un autre film. Mais la grande différence qu'il y a avec le film de Stan Neumann, est un film historique, très précis, avec des historiens interviewés dans le film, avec des témoins aussi. Et c'est un film beaucoup plus analytique que le nôtre. C'est-à-dire que nous, on s'est de suite positionné, c'était comme ça aussi sur l'épopée des Gaulnoirs, c'était comme ça sur Nous Paysans, que en fait, le récit était tenu par les ouvriers, par les acteurs de cette histoire-là, puisque tout le propos en fait de Nous Paysans et de Nous les ouvriers, c'est la question de la représentation du monde ouvrier aujourd'hui. C'est-à-dire comment on est passé avec une bascule sur un siècle où il y a une immense représentation, vraiment très importante. Le monde ouvrier, à un moment donné, a compté même dans le débat politique, c'est-à-dire qu'il a arbitré même le débat politique. D'ailleurs, tout le siècle, en fait, et tous les grands mouvements, en fait, qui ont construit le siècle, en fait, sont liés au mouvement ouvrier. C'est-à-dire que le communisme d'un côté et le capitalisme de l'autre, c'est qui structure, en fait, toute notre société sur le siècle. Donc le monde ouvrier était très important. Et comment, à partir d'une certaine période, on va dire là, le monde de la désindustrialisation dans les années 70, qui va perdurer jusqu'à la fin des années 2000, même jusqu'à un peu plus tard, où symboliquement, en fait, il y a une disparition petit à petit, en fait, de la représentation du monde ouvrier en tant que classe ouvrière. C'est-à-dire que les ouvriers n'ont pas disparu aujourd'hui, mais la question de la classe ouvrière en tant que structure politique, organisée, syndicalement forte, en fait, s'est modifiée. Et avec Hugues, on pense qu'effectivement, à partir du moment où structurellement des grands bastions en fait ont disparu, c'est un peu Marx l'avait déjà écrit en fait au début dans Le Capital. À partir du moment où il y a moins de structure, il y a moins d'engagement humain, et ce moins d'engagement humain fait qu'il y a un déficit de représentation, mais il n'y a pas que ça. Je pense que petit à petit, le langage même en fait s'est modifié. On n'appelle plus un ouvrier. D'ailleurs, quand on a vu des gens, c'est dit à la fin du film. Oui, c'est dit, ouais. Je vais raconter une anecdote qui est assez étonnante. Je suis pour le repérage. Je suis allé au Havre dans une usine de chaudronnerie. Et il y avait des jeunes en formation. Et il y avait un jeune homme qui avait 19 ans qui était là. Et je lui pose la question de savoir s'il accepterait de participer au film. Il me dit oui, mais je ne veux pas que vous disiez que je suis ouvrier. Je lui dis, pourquoi tu veux pas que je dise que tu es ouvrier ? Il me dit, parce que je fais de la musique et je poste des vidéos sur YouTube et je veux qu'on sache que je suis musicien mais pas ouvrier.
Et donc il avait honte d'être ouvrier. Mais ça dit quelque chose en fait de comment en fait on perçoit aujourd'hui le mot ouvrier. Et tous, quand on est dans les usines, et Hugues, on l'a vu sur tous les tournages, tous parlent d'être opérateur, d'être... voilà, ils ont le sentiment... Mais, voilà. mais pour revenir à la question, c'est un peu ce que disait Fabien tout à l'heure, et cette non-représentation, et c'est la différence avec le film de Neumann, c'est que comme il y avait cette disparition, en tout cas, de la figure de l'ouvrier, on a très vite décidé de faire un film hommage aux ouvriers. Par ailleurs, ça m'arrive de travailler pour Arte, j'aime beaucoup cette chaîne, mais le fait d'avoir un prime sur France 2 permettait d'avoir d'un seul coup une diffusion très large, et ce qui donne d'autres responsabilités, c'est-à-dire avec cette diffusion très large, quel est le message que l'on veut donner. Alors on a fait un pari un peu osé qui était cet hommage assumé avec notamment ce récit du nous, c'est-à-dire un récit du point de vue des ouvriers, nourri de tous les témoignages des ouvriers et avec exclusivement des ouvriers qui parlent dans le film. Et c'est ça qui nous différencie, par exemple, de cette série. Il y a des historiens, des gens extérieurs au monde ouvrier. Et que du coup, voilà, comme disait Fabien, c'est très analytique. Et donc, ce sont deux objets télévisuels très différents. Et nous, on assume en tout cas cette idée de l'hommage au monde ouvrier. Alors, il y a un vrai balancement par rapport à ce que vous dites à l'instant, là, sur le fait que, par exemple, le jeune garçon que vous avez rencontré ne souhaitait pas être présenté comme ouvrier. Et inversement, ce qui est frappant au début et à la fin du film, c'est à l'inverse la revendication, l'affirmation d'être un ouvrier, un OS, etc. C'est un sentiment très fort, qui est une forme de fierté en fait. Mais je pense que si on fait le travail en fait, de prendre du temps, de donner la parole, d'être respectueux, d'être attentif, de rejouer. Je veux revenir sur quelque chose qui est très important. Si le film part aussi loin en fait dans le temps, et s'il y a autant d'images aussi, c'est que justement cette parole en fait qui aujourd'hui est un peu dévidée, enlevée de sa représentation. Je pense que dans le balancier du film, avec les archives, la parole se nourrit l'un de l'autre en fait. C'est-à-dire qu'il y a un balancier qui fait que symboliquement en fait les archives très peuplées donnent en fait du sens en fait à la parole aujourd'hui et inversement. Donc ces deux éléments sont très importants dans la construction et c'est comme ça qu'on a construit le film. Et ce que je voulais dire, c'est que pour les paysans, c'était encore plus fort, mais pour les ouvriers aussi, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui ont toujours été racontés par d'autres. C'est-à-dire qu'il y a toujours en fait une situation en fait qui est particulière, c'est que en tout cas pour le monde paysan c'était très vrai, c'était des gens de la ville en fait qui parlaient de la paysannerie, souvent de façon verticale et un petit peu en surplomb on va dire, et pour les ouvriers aussi. Mais pourtant chez les ouvriers il y a énormément de littérature, il y a énormément en fait d'enquêtes sociales, il y a énormément d'historiens qui ont travaillé sur le monde ouvrier, la bibliographie sur le monde ouvrier est absolument considérable. Donc ça a été un enjeu d'étude tout le temps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on fait Moi, je dis souvent ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre de la réalité derrière les idées. C'est-à-dire ou derrière les représentations, derrière les images. Quand on voit les archives, par exemple, encore dans les années 60, à la télévision, dans les années 70, à 20h30, on pouvait avoir, dans une émission comme 5 colonnes à la une, passer du temps avec un chaudronnier. Et on va avoir pendant 15 minutes, voir quelqu'un travailler avec sa problématique de travail, comment il rentre à la maison, comment en fait il joue avec ses enfants, quels sont en fait ses enjeux au travail, la difficulté, l'apprentissage, la fierté. Je pense qu'à partir des années 95, la question ouvrière est devenue une problématique. Mais non plus en fait une question d'aller voir en fait vraiment ce que font les gens. Et donc par rapport à la fierté et la dignité, dès qu'on creuse un peu, dès qu'on passe du temps, en fait les gens sont très heureux de leur travail. Oui, ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'aussi peut-être qu'on a libéré un peu cette parole. Alors il y a un effet de montage. Hein. Le montage, c'est le choix, et le choix, ça met en lumière des paroles. L'accumulation de paroles dans un effet de montage, ça accentue un sentiment. Oui, mais vous l'avez pas inventé pour autant. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Mais on n'a rien inventé, et sans doute aussi, on a peut-être libéré cette parole, et je crois que et d'ailleurs je suis très content qu'on ait gardé ces passages dans le film. On a aussi affaire à des gens qui se sont battus toute leur vie, qui sont un peu en colère, ou qui en tout cas, même s'ils ont
le temps est passé, qu'ils ont gagné un peu en sérénité, mais ils sont contents d'exprimer quelque chose qui a été pour eux très important. Et Hugues dit quelque chose de très très important et qui moi me touche énormément, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a la possibilité de parole ? Quelle est la condition de parole ? C'est-à-dire que c'est pas simple en fait. C'est pas simple parce que au début du siècle et puis pendant toute une grande période, un ouvrier ne doit pas parler. Un ouvrier, c'est pas quelqu'un qui réfléchit. Un ouvrier, c'est pas quelqu'un qui donne son avis. C'est pas quelqu'un qui, à un moment donné, va pouvoir avoir une réunion avec le conseil d'administration, comme on dit, et puis qui va pouvoir dire là ça va pas, là ça va pas. C'est pas comme ça. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille, je vais dire trivialement, qui ferme sa gueule et qui le soir rentre et s'affale sur son canapé parce qu'il est épuisé. Donc la condition de parole, en fait, elle est pas neutre. Et donc dans beaucoup de familles, il y a aussi des déterminismes culturels ou des déterminismes sociaux qui font que dire les choses, c'est pas simple. Et donc, pour qu'il y ait parole, pour que la parole advienne, très souvent, ce sont des gens en fait qui ont été formés aussi. Dans le film, nous avons des gens qui ont eu des compagnonnages, syndicaux, qui ont été en fait cooptés par d'autres. Et d'ailleurs, moi, la séquence qui me touche beaucoup, et à Hugues aussi, sur Prévert ou sur, à un moment donné, la personne qui dit « on finissait à 4h du matin, on allait à la bibliothèque », il faut mesurer ce que ça veut dire en fait. Après une journée harassante d'aller à la bibliothèque pour aller lire Dostoïevski. C'est pas rien en fait. Et là où... Mais ça nécessite effectivement un soutien, une organisation, un engagement collectif. Donc c'est vrai que ce sont beaucoup des gens qui ont été syndicalistes, qui ont pris la parole, qui interviennent, oui, bien sûr, qui ont été formés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cet agencement en fait culturel, militant, en fait, il a un peu disparu. Alors évidemment, je vais pas tarder à passer le micro dans la salle, sachant que les spectateurs et spectatrices des autres salles vont pouvoir envoyer des questions par SMS au numéro qui est juste derrière moi. Alors quelques questions quand même, parce que bien sûr c'est une histoire dans laquelle on retrouve des faits qu'on connaît bien, hein, des marqueurs historiques, et puis il y a aussi quand même des aspects qu'on connaît moins bien. Alors parmi d'autres, hein, je pense en particulier aux grèves de 47-48, il y a des images qui sont assez impressionnantes, et puis aussi quand même à la place des immigrés dans le monde ouvrier, dans la représentation habituelle qu'on a, alors peut-être plus dans les années 70-80, etc., mais quand même la forte présence par exemple des Maghrébins dans les mines, ou alors des Polonais, même si c'est connu, l'expulsion dont ils sont victimes plus tard, quelque chose qui à mon avis est moins connu. Voilà. Alors j'imagine que c'est volontaire, hein, que vous ayez mis l'accent sur certaines périodes ou faits un peu moins médiatisés ou racontés dans les films ou dans les livres. Je fais l'immigration, tu fais 47-48 si tu veux. Parce que François, tu as été sympa de rappeler qu'on est plus tout jeune et qu'on a une certaine expérience. Et donc, c'est vrai qu'il y a des thématiques, je dis ça parce qu'il y a des thématiques qu'on a travaillées à plusieurs reprises. Cette histoire de l'immigration qui est intrinsèquement liée avec l'histoire industrielle, on la connaissait et on la répète sans cesse parce que c'est une idée encore qu'on a du mal à intégrer, c'est que l'essentiel de l'immigration depuis le 19e siècle est une immigration organisée par les chefs d'entreprise et par le gouvernement, et par les gouvernements successifs. Il n'y a aucune vague d'immigration qui a été spontanée, qui s'est organisée comme si d'un seul coup tout le monde voulait venir travailler en France. Ça a été organisé par les chefs d'entreprise. Donc ça, c'est toujours bien de le rappeler. Mais ce qui m'a frappé, moi, en faisant ce film, c'est que je n'avais pas mesuré que, parce qu'on était dans l'Est, et donc on travaille sur la métallurgie, sidérurgie à l'époque, pardon, la métallurgie c'est l'acier. Info, parce que j'ai eu du mal à le comprendre. Sidérurgie c'est le fer. Métallurgie, c'est l'acier et l'aluminium. Donc on dit sidérurgie avant l'invention de l'acier, puis métallurgie. Donc sur la sidérurgie, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a un problème de main-d'œuvre dès 1880 dans la sidérurgie. Et donc il y a un vrai problème pour recruter des bras. Et donc on va organiser cette immigration italienne et elle va être massive parce qu'il y a beaucoup d'emplois dans le milieu de la métallurgie. L'immigration polonaise, c'est un accord signé par le gouvernement français avec le gouvernement polonais en 1919, donc
toute jeune nation polonaise, à peine indépendante, qui signe un accord avec la France, et la France obtient le droit d'aller recruter directement en Pologne des milliers et des milliers et des milliers de travailleurs, comme on le fera au Maroc, comme on le fera en Algérie, pas indépendante, mais toujours l'Algérie coloniale, puis le Maroc indépendant. Voilà, tout ça est organisé, et c'est vrai que l'immigration fait partie de notre histoire industrielle, et donc quand on parle des ouvriers, les ouvriers étrangers ont une part très importante, et ils ont toute leur place dans cette histoire. Et 47-48. 47-48, on a dû la réécrire 50 fois, la séquence. Réellement, parce que c'est très complexe, c'est un moment particulier de l'histoire nationale, c'est un moment de guerre froide, on sort de la guerre, c'est une situation effectivement où il y a une inflation qui est absolument considérable, les gens vivent très mal, très très mal, en fait il faut pratiquement 80% du salaire pour se nourrir, ce qui est absolument dingue, on n'imagine pas ça aujourd'hui, même si on y vient petit à petit, la question de l'inflation c'est très contemporain en ce moment, donc c'est une situation qui est très tendue, et comme on dit, voilà, la reconnaissance manifeste en fait des ouvriers comme les sauveurs en fait d'après-guerre, qui ont, dans les nationalisations, qui ont joué la bataille du charbon, qui ont reconstruit la France, cette aura magnifique a été de très courte durée, parce que la situation est extrêmement critique, la situation politique est critique, le Parti communiste est au gouvernement, pour des questions en fait, de guerre froide, les communistes sont invités en fait, à quitter le gouvernement. Au départ, les communistes jouent le rôle en fait, et jouent le jeu de l'unité de gauche en fait, et petit à petit, en fait, ça va pas se passer comme il faudrait se passer, et il va y avoir presque une insurrection, même s'il y a des historiens qui sont très très précis là-dessus. Ça n'a pas vraiment été des insurrections, mais il y a quand même eu des déraillements, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de grèves très très fantastiques, c'était très très important. Et 47-48 n'est pas resté dans les mémoires justement parce que la CGT et le Parti communiste à un moment donné ont été fer de lance en fait et on peut emporter en fait des mouvements qui ont été très très violents, et du coup ça n'a pas été simple en fait. C'est un échec. C'est un échec, voilà, c'est-à-dire que ça n'a pas été facile en fait de revendiquer en fait cette période-là comme un moment en fait flamboyant des luttes sociales. Et à contrario, c'était un gouvernement socialiste à l'époque, et quand les socialistes envoient en fait l'armée pour taper sur les ouvriers, c'était pas flamboyant non plus. Donc c'est un moment en fait qui est particulier. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a la complexité d'un sujet politique, historique, sur lequel les historiens débattent encore, sur la responsabilité du Parti communiste dans un début d'insurrection, dans des attentats qui ont eu lieu. Ça se passe très mal en 47-48. Mais moi, ce qui m'a frappé déjà à l'époque des Gueules Noires, et encore là, c'est que pour répondre à ta question, c'est un mouvement qui a beaucoup marqué ceux qui l'ont vécu. Ou les enfants de ceux qui l'ont vécu. C'est-à-dire que les ouvriers, c'est que les ouvriers, eux, ont été très marqués. Ça reste un souvenir très difficile, très douloureux. Bon, il y a eu des milliers d'arrestations et de gens qui ont perdu leur travail, qui n'ont pas pu retrouver un emploi dans l'industrie. Enfin, ça a été un cataclysme social très. Ça a été une punition carrément, c'est-à-dire qu'il y a des réhabilitations. Je ne sais pas si on l'entend bien, mais il y a en plus cette idée de qu'ils ont cru à un moment, ceux qui étaient ouvriers à l'époque, ils ont cru qu'on leur avait donné les moyens d'être des acteurs dans l'entreprise, notamment les comités d'entreprise. Dans les charbonnages de France, les ouvriers étaient au conseil d'administration, ils avaient beaucoup de pouvoir. Mais cette parenthèse n'a duré que quelques mois, quelques semaines. Oui, et on a tout repris. Voilà, et on a tout repris. Et donc, en fait, il y a quand même un sentiment de trahison très fort. Alors, j'ai une première question d'une autre salle. Bonjour, le monde du bâtiment absent du documentaire. Point d'interrogation. Merci. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas un choix acté, c'est-à-dire que on parle quand même dans les années 50 de la reconstruction des HLM. Oui, il y a des images. Voilà, il y a des images en fait, et effectivement, c'est ce moment. Mais 1h45 sur 150 ans d'histoire, il y a
obligatoirement Mais c'est vrai que c'est un pan important en termes C'est vrai, bien sûr, c'est une tout à part fait. importante des ouvriers aujourd'hui dans le bâtiment. Alors pour la petite histoire aussi, on avait prévu de tourner dans les chantiers du Grand Paris et dans le nouveau métro qui sont en train d'être construits. On n'a pas eu l'autorisation. On a eu l'autorisation que de tourner sur un chantier de la gare de Lyon à SNCF. Donc on met les images à la fin et on cite. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de séquence spécifique dédiés à ces métiers, mais qui sont des métiers évidemment très importants, même si on dit tout au long du film que ce sont les ouvriers qui font tout. Mais ça a été très compliqué de convaincre en fait les industriels et les sociétés de rentrer une caméra sur une chaîne de production. Ça a été très très compliqué. C'est des mois et des mois de discussion pour pouvoir avoir la possibilité de visiter, de rencontrer le personnel. On a eu à chaque fois des rencontres qui étaient sous tutelle, c'est-à-dire qu'on avait le staff de communication autour de nous, à 2 mètres de nous, et qui regardait ce qu'on filmait dans l'œilleton et qui nous donnait des personnes, en fait. D'ailleurs, pour être très honnête... Mais comme vous avez fait un film avec 5 millions de spectateurs, c'est un peu logique. Oui, non, mais c'est vrai, ils se méfient, ils ont peur en fait de ce qu'on peut raconter, et ça n'a pas été simple. D'ailleurs, pour beaucoup, on a eu à certains moments, on a évacué beaucoup de choses parce qu'on avait des paroles qui étaient télécommandées. Avec des personnes qui en face de nous, on avait de la peine parce qu'ils étaient en souffrance de devoir dire des choses qu'ils n'avaient pas forcément envie de dire. Et nous, on n'a pas insisté parce qu'on n'était pas là en fait pour mettre mal à l'aise non plus les personnes. C'était pas... Alors, est-ce qu'il y a des questions à Pessac ? Pas de questions à Pessac. Si, ici ? Oui. J'amène le micro. Bonsoir. J'ai été ému pour votre film. Il en ressort une impression d'unité de la classe ouvrière. Et cette impression, je me demande si elle n'est pas un peu rêvée. Je pense en particulier aux réactions des ouvriers eux-mêmes dans l'Est au moment où les Polonais ont été renvoyés chez eux, où en fait il y a eu une fracture dans le monde ouvrier, ouvrier contre ouvrier. Et cette dimension-là n'apparaît pas, et quelque part ce serait tellement bien si la classe ouvrière avait été toujours unie et qu'elle pouvait le redevenir. En fait, la misère a aussi servi à fracturer la classe ouvrière contre elle-même. Vous avez raison. Alors, on le dit, c'est vrai que peut-être que c'est pas très clair, on le dit autour de 1934. C'est-à-dire qu'il y a une partie du texte qui dit que ce qui fracture, c'est l'extrême droite, et qu'il y a une partie du monde ouvrier, on laisse entendre, qui est favorable à février 1934, et une partie du monde ouvrier qui est favorable à la gauche. Là où vous avez raison, c'est les années 30. Là où c'est très compliqué, c'est que c'est pas facile pour nous de faire œuvre d'historien de manière précise avec les a priori des gens. Par exemple, je vous donne un exemple très concret qui correspond exactement à ce que vous dites. Ce que vous évoquez, c'est les années 30. Les années 20, c'est l'ouverture très importante à tous les immigrés, avec une loi en 1927 qui est du cartel des gauches, qui est une loi qui favorise les naturalisations. Actuellement, je suis en train de faire un autre film sur l'affiche rouge et sur le groupe Manouchian, et donc je suis en plein dans cette période-là sur l'arrivée d'immigrés, de beaucoup d'antifascistes aussi, mais d'immigrés économiques, d'antifascistes dans les années 20. Il y a un retournement dans les années 30. Les années 30, on décide, à cause de la crise économique qui fait des ravages, on n'imagine pas aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y avait une crise économique qui mettait des dizaines de milliers de gens à la rue, c'est inimaginable d'ailleurs. Donc la violence de la crise économique à partir de 1931 fait que c'est un drame social et politique. Et là, vous avez raison, c'est que la CGT, par exemple, qui avait organisé les étrangers dans la CGT, ce qui s'appelait la MOE, qui va devenir la MOI, a un problème par rapport à cette ouverture aux étrangers. Et face à des salariés français ou des travailleurs français adhérents de la CGT qui disent « mais il n'y a plus de travail, donc on ne peut plus accueillir ». Et donc cette bascule-là, cette fracture-là, elle existe au sein même de la CGT. Là où c'est difficile pour nous, c'est que si on dit ça, par exemple,
Si je dis la CGT a décidé que, en fait, on ne pouvait plus accueillir les étrangers. Et que donc, je laisse entendre que structurellement, la CGT est contre les étrangers, ben, ça ne va pas être perçu comme une explication historique d'un moment. Or, comment comprendre cette situation si on n'est pas en plein milieu de la crise en 1931 ? Si on dit ça aujourd'hui, ben, par exemple, tout le monde va dire « ouais, d'accord, ok, ouais, c'est bien connu, mais d'accord, on les connaît, ceux-là, de la CGT. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que c'est très difficile pour nous la précision est très importante, mais pour finir là-dessus, vous avez raison. Le monde ouvrier n'est pas un monde tout rose. Le sexisme a beaucoup existé, l'homophobie a existé, le racisme est plutôt minoritaire, mais il existe évidemment. Voilà. Mais on a essayé de le jouer en 1934. Peut-être qu'on aurait dû le jouer un peu plus, mais c'est des questions qui sont hyper délicates. Qui sont délicates dans le sens où, moi je partage totalement ce que dit Hugues, si dans le film, à un moment donné, on met une brèche, vous êtes certain que la presse va ne retenir que ça. Voilà, que ça. Et donc, vous pouvez poser la même question sur la question du vote au Rassemblement national. On ne l'évoque pas dans le film. Aujourd'hui, il y a un grand débat là-dessus. Est-ce que les ouvriers votent au Rassemblement national ou pas ? Bah, en partie, oui. En grande partie, oui. Mais c'est pas simple, en fait. Comme tous les Français. Donc, comment voulez-vous que nous, on dise, on fait un travail, en fait, qui est un travail de dignité, et à un moment donné, sur un élément, en fait, faire écrouler toute la pyramide qui est construite ? C'est pas simple, en fait. Mais effectivement, il y a des choses précises qui méritent. Mais c'est vrai que voilà, on a essayé en 1934, en tout cas, de bien comprendre que une partie du monde ouvrier était du côté des émeutiers du 6 février 1934, et une partie du monde ouvrier était du côté de ceux qui se sont rassemblés pour. Mais évidemment, il n'y a pas d'unité absolue. Juste la difficulté pour un film comme ça, c'est que par minute, il y aurait un film à faire. Voilà, c'est juste ça. Toutes les 30 secondes, il y aurait un film à faire. Alors, toujours sur ce sujet, une question d'une autre salle. La recherche de main-d'œuvre étrangère n'a pas été causée uniquement par un besoin quantitatif, mais aussi pour maintenir un bas niveau de salaire. Vous n'évoquez guère cet aspect, pourquoi ? Alors, c'est quand même plutôt dit dans le film. Alors, c'est vrai qu'on l'évoque peu. C'est surtout vrai, c'est surtout vrai dans les mines. Oui, dans les mines, parler de la malléabilité du... Voilà. C'est vrai dans les mines, c'était moins une question de salaire qu'une question de protection, c'est-à-dire que le statut des mineurs coûtait très cher à l'entreprise. Et donc recruter de nouveaux employés qui n'avaient pas le statut des mineurs, ça coûtait moins cher. Mais comme aujourd'hui, recruter des gens de l'intérim ou des sous-traitants, ça coûte moins cher que de devoir donner les avantages acquis par 20 ans de lutte dans l'entreprise à ses salariés. C'est le même principe aujourd'hui. Les entreprises vont essayer de prendre de l'intérim ou faire travailler des sous-traitants parce que ça leur coûtera socialement moins cher, et notamment s'il y a un accident du travail, s'il y a une maladie du travail, ce qui est le cas beaucoup pour les sous-traitants dans les entreprises pétrochimiques. Ça évite d'avoir une responsabilité engagée de l'entreprise. Donc c'est vrai, mais c'est moins le cas au début du siècle, je crois. Alors, une question à nouveau d'une autre salle. Merci pour ce bel hommage à la classe ouvrière. Vous utilisez le terme de cathédrale et montrez la déchéance des bâtiments. Que savez-vous de la volonté de sauvegarder ce patrimoine ? Alors, vous avez travaillé là-dessus. Alors, tout dépend les politiques des villes. Il faut voir qu'aujourd'hui, en fait, les villes, les petites communes et tout ça ne sont pas riches, et que réhabiliter en fait des friches industrielles, ça coûte très très cher. Alors il y a des endroits en fait comme à Roubaix, dans le nord de la France, où il y a aujourd'hui une expansion économique en fait qui est un peu plus forte, parce qu'il y a des entreprises, notamment des nouvelles technologies en fait qui sont là et qui en fait sont très heureuses d'avoir ce type de bâtiments. Il y en a beaucoup qui sont détruits. À Longwy, par exemple, la politique, ça a été de raser en fait toute l'histoire industrielle. Alors ça a eu des conflits en fait, des conflits très forts en fait dans la population. Il y a des gens qui étaient pour en fait le fait de ne pas garder ces bâtiments. Mais après, ça pose des questions pour les villes aussi de responsabilité. Donc s'il y a un accident, s'il y a une destruction, donc il y a beaucoup d'endroits en fait où les sites sont rasés parce qu'en fait ils n'ont pas les moyens, tout simplement en fait, de les entretenir. Alors, autre question. Bonjour. À quel point, selon vous, vos films pourraient-ils jouer un rôle politique dans le développement d'une conscience de classe et un possible nouveau départ pour le mouvement ouvrier? Avez-vous une visée militante à ce niveau-là? Alors là,
Vous êtes des leaders. Non, je ne pense pas que quand on fait le film, on se pose en tant que militant et en tant qu'on a des convictions politiques qui sont plutôt identifiées, puisque le film en fait dit pour nous en fait effectivement notre positionnement. Mais on ne peut pas se positionner et faire un film comme ça en étant militant. Ça ne veut pas dire en fait qu'on n'a pas d'avis, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos convictions. Mais l'enjeu d'un film comme ça, c'est qu'il soit vu par le maximum de personnes et que, au regard d'un film voilà, sur 150 ans de classe ouvrière, ou en tout cas du monde ouvrier, on comprenne quelque chose, comme pour les paysans. C'est-à-dire que c'est intéressant, à mon avis, d'avoir une pédagogie. Et cette pédagogie, en fait, elle est là. Après, que les militants politiques s'emparent du travail, que les gens, en fait, se sentent concernés, bah pourquoi pas, on est très heureux de ça, mais ce n'est pas notre objectif au départ. Moi, je pense que le meilleur message politique du film, c'est porté par un monsieur qui est dans une usine de porcelaine, et qui le dit au début, en générique, et qui le dit quand on est dans la séquence en porcelaine, c'est quand il dit que, en tant qu'ouvrier, il ne se sent pas représenté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on ne parle pas des ouvriers, donc c'est un message pour nous, la télévision. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des ouvriers à l'image? Fabien en parlait, on est passé à une époque... Notamment dans les fictions. Oui, hein. Oui. Est-ce que les ouvriers existent? Mais c'est un message politique. C'est un message... Les responsables politiques ne s'adressent pas à moi, ne parlent pas de mes problèmes, ne parlent pas de mes conditions de travail et ne m'offrent pas une réponse politique à ce que je pense. Voilà, pour moi, c'est ça le message politique. Et si, pour répondre exactement à la question de la personne qui nous l'a posée, si ça sert à ce que des responsables politiques, parce qu'ils auront entendu parler du film ou parce qu'ils le verront, ça leur rappelle qu'il faut se poser la question, c'est très important. La vérité, c'est que, pour le moment, l'un des rares partis politiques aujourd'hui qui évoque le mot ouvrier, c'est le Rassemblement national, et ils ont raison de le faire, d'ailleurs. Et donc, je pense que le message politique, c'est de dire, voilà, il faut que tous les partis politiques s'adressent aux ouvriers, et ceux qui sont ouvriers ne se sentent pas représentés par cette classe politique. Après, on a le sentiment... Ah, il y a une question ici, oui. Oui. On va faire passer le micro. C'est un peu dans la suite de ce que vous avez dit. Ce que je trouve bien dans votre film, c'est que vous rendez aussi la dignité aux gens qui travaillent dans les usines actuellement. Et vous montrez des gens qui sont, au moins certains, qui ont l'air contents de ce qu'ils font quand même. Mais ce qui manque un peu, on reste sur notre fin, c'est qu'il n'y a pas une analyse, et ça je comprends que vous ne pouvez pas le faire dans le film, mais c'est peut-être une idée pour un prochain sujet, c'est l'analyse. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, tous ces gens qui travaillent dans les usines, qui ont des postes très variés, qui ont des conventions collectives qui sont différentes d'un secteur à l'autre, et faire une analyse de ça et le montrer en fait. Bien sûr. On pourrait aller plus loin, mais on a eu ce débat souvent avec Fabien. C'est que on s'est interdit de basculer dans un récit de la France aujourd'hui, parce que là on est foutu. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que le monde ouvrier aujourd'hui? On est foutu, c'est-à-dire que c'est un autre film, et donc ça bousille le film parce que du coup on bascule dans une autre histoire. Mais plus que ça, vous avez raison sur la réalité du monde ouvrier aujourd'hui. Alors pour faire très schématiquement, on a choisi des ouvriers en usine pour que ça résonne avec l'histoire, parce qu'on pensait que le meilleur moyen de faire comprendre aux gens que les ouvriers existent toujours, c'était qu'il fallait qu'ils les voient, premièrement, mais que si en plus ils les voyaient dans des métiers dont on racontait l'histoire dès le 19e siècle, c'était visuellement et intellectuellement plus fort. Le biais que nous avons pris fait que ce sont ceux qui sont représentés à l'image. Aujourd'hui, les ouvriers dans le milieu industriel sont minoritaires au sein des ouvriers. La majorité des ouvriers travaillent dans le domaine du service. Ils travaillent dans des entreprises de restauration, de ménage. Ils travaillent beaucoup dans le transport, ils travaillent beaucoup dans la logistique. C'est ça, la majorité. C'est-à-dire que c'est à peu près, je dirais, un tiers des ouvriers aujourd'hui sont en emploi industriel. Donc là, il y a un premier biais, vous avez raison, qu'on peut souligner. Mais là où on pourrait aller plus loin, et on s'est beaucoup posé la question avec Fabien, c'est que aujourd'hui, un livreur Deliveroo
qui est donc auto-entrepreneur, ou un chauffeur Uber qui est auto-entrepreneur, en réalité, il devrait être salarié de son entreprise et il serait considéré comme ouvrier. Et donc, au-delà du statut d'ouvrier, il y a tous ces statuts qui sont des faux statuts, où des gens sont quand même en situation, sont quand même soumis à des règles, ils n'ont pas de couverture sociale, et donc on pourrait considérer que ce sont des ouvriers également. Mais ça, voilà, vous avez raison, c'est un autre film, mais qui serait très intéressant d'étudier aussi. Bien sûr. Oui, une question là. Non, moi, c'est juste une remarque. Le prochain thème du festival du film d'histoire est consacré à la Terre, à toutes les problématiques actuelles, réchauffement climatique, dérèglement climatique, etc. Et votre film, qui est excellent, vous n'en parlez pas. Évidemment, on n'en parlait pas du tout. Et pourtant, c'est la révolution industrielle qui est, sinon la cause qui vient du néolithique, je dirais, bon, mais l'accélération de toute la problématique actuelle. Et donc, ce sont tous les ouvriers, toute la révolution industrielle et les pays industriels riches. Et ce sont les pays pauvres qui vont en pâtir le plus vite possible, les premiers, à cause de l'industrie. C'est vrai. Donc, c'est un hommage, c'est super parce que c'est historique et il fallait, et c'est formidable. Mais ce sont eux, c'est nous tous, les responsables des problèmes actuels. C'est ce que j'allais dire, c'est nous tous. Bon, juste une petite... Alors c'est vrai que là aussi, on le dit dans le film, pas assez, et on donne en tout cas l'enjeu de la décarbonation pour l'industrie automobile, avec l'électrique à la fin, et dans la métallurgie, puisque la question de est-ce qu'on est en capacité d'avoir des fours électriques qui permettent de continuer à avoir une activité métallurgique est une question centrale. Donc on le dit comme ça dans le commentaire, très vite. Donc vous avez raison. Là où peut-être on pourra être en désaccord, c'est que l'activité industrielle, la société s'est développée comme cela. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, mais aussi parce qu'il fallait créer les objets du quotidien, que évidemment il y a une question de rentabilité. Si on crée les objets du quotidien, autant en créer le plus possible et que ça coûte le moins cher possible pour l'entrepreneur et qu'il puisse les vendre, ça c'est certain. Mais c'est compliqué de renoncer à la politique industrielle. Il y a un autre débat qui va dans votre sens, c'est la question du nucléaire par exemple. Est-ce que le nucléaire est écologique ou il ne l'est pas? Ou est-ce que l'électricité c'est mieux que le charbon ou le pétrole? Donc vous avez raison, c'est vrai qu'on n'a pas mis le doigt dans ce débat. Ouais, c'est fondamental ce que vous dites, mais dans le film là, en l'espèce, dans le temps de l'histoire, près du micro, dans le temps de l'histoire, c'était pas le propos. Voilà. Alors, une question tout en haut de la salle. Oui, s'il vous plaît. Oui, moi je voudrais revenir sur un terme, c'est le terme ouvrier, parce que pour moi, le fait d'être ouvrier, c'est aussi participer à une œuvre, et il y avait quand même un côté créatif, une production finale, ce que je ne retrouve pas dans les entrepôts de la fin du film. De la logistique. De la fin du film. Ah bah oui. Donc ça me choque quelque part. Bien sûr, au niveau de la condition ouvrière, de la condition du travail, il y a un lien, mais autrement, au niveau du terme lui-même, je pense qu'il faudrait mener une réflexion. Et ce qui m'a choqué, enfin choqué non, ça m'a beaucoup intéressé, c'est toutes ces dynasties ouvrières qui se créent depuis le XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, et peut-être qu'il va falloir que vous fassiez un autre film sur d'autres types de dynasties en allant les interviewer et en nous apportant quelque chose d'aussi structuré. Je crois que ce serait passionnant. Voilà, vous avez une nouvelle commande. Oui, alors pour les ouvriers, la question c'est les statistiques, c'est l'INSEE qui décide qui est ouvrier ou pas. Non, je dis ça parce que, évidemment, pourquoi on dit ça? C'est que pour l'INSEE, il y a 5,3 millions d'ouvriers. Beaucoup de ces hommes et de ces femmes ne se considèrent pas comme ouvriers. Alors ça, c'est un débat qui est plus large sur la représentation, le fait d'accepter ou pas cette représentation, d'accepter le nom, ce que ça implique en termes d'image. C'est d'où l'anecdote de Fabien. Mais l'INSEE considère plus de 5 millions de Français au travail, je ne parle pas de ceux qui sont au chômage ou en retraite, comme ouvriers.
mais eux-mêmes ne le considèrent pas. Donc c'est vrai que ouvrier, aujourd'hui, quand on travaille dans une entreprise de la logistique, quand on est chauffeur cariste, on est ouvrier. Quand on est chauffeur d'un camion, on est ouvrier. Voilà, il y a plein de métiers qui ne sont pas dans le faire. Enfin, ils sont ils sont dans le faire, mais ils ne sont pas dans la fabrication forcément. Et c'est vrai qu'en plus, on transporte plus d'objets qu'on en fabrique en France aujourd'hui. Mais c'est vrai que par rapport à la reconnaissance de sa propre reconnaissance, par rapport à sa légitimité, par rapport en fait à sa fierté, quand on a un savoir-faire, qu'on fabrique un objet manufacturé, qu'on sait exactement en fait qu'on a une nécessité dans la chaîne de production, c'est pas la même chose que de convoyer effectivement un objet qui a été fabriqué en Chine, en Hongrie, au Maroc et qu'on assemble juste en fait dans une usine. Au niveau de la dignité, c'est pas du tout les mêmes processus. Ça, je suis bien d'accord. Alors, dans les points que vous développez dans votre film, puisqu'on parle précisément du travail concret, manuel, vous parlez beaucoup de la pénibilité. Hein. Il y a beaucoup de témoignages, j'imagine, c'est un vrai parti pris, parce qu'il y a une séquence quand même, finalement, qui est assez longue, hein, sur cette question-là. Alors comment vous l'avez décidé, préparé ? Parce que c'est une réalité en fait qui est extrêmement violente, brutale. La pénibilité du travail est là. Les accidents et les chiffres aujourd'hui sont considérables. Les accidents, les maladies induites, les morts en fait au travail. Il y a un très bon livre en fait qui est sorti là récemment qui comptabilise en fait effectivement tous les accidents du travail et toutes les personnes en fait qui sont en arrêt maladie parce qu'en fait elles ont eu voilà, une conséquence en fait de leur travail. C'est considérable. Et c'est considérable. Et les 2/3 d'arrêt maladie, c'est les ouvriers. Donc en fait, oui, la pénibilité est là. Et là, par rapport à la question tout à l'heure sur la question de comment on s'inscrit de façon militante ou non dans notre travail, tout le film en fait relaie quand même des éléments en fait qui sont aujourd'hui les tensions politiques du moment. Quand on a Emma Patin qui nous dit dans la mine à 55 ans on mourrait et si on vous donne la retraite à 50, c'est pas pour vous faire plaisir, c'est parce que vous allez avoir 5 ans de vie à vivre en plus. On espère en fait qu'il y a une résonance en fait aujourd'hui avec la question du débat sur les retraites, évidemment. Évidemment que la pénibilité, et d'autant que ce sont beaucoup de personnes qui commencent à travailler très tôt. Voilà, qui ont travaillé à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et puis la réalité, on le voyait chez les sardinières qu'on a visitées, en fait. Voilà, je pense qu'à 55 ans, c'est difficile de retrouver du boulot quand on a fait ça toute sa vie, réellement. Donc c'est une réalité qui est là. Ouais. Et pour nous, c'était important la pénibilité parce que Fabien a raison, c'est que si on a un engagement politique, c'est aussi de casser un peu les images un peu classiques de tous ces gens qui font grève, qui veulent moins travailler, qui veulent partir trop tôt en retraite. Voilà. La réalité, c'est qu'il y a 2 morts par accident du travail chaque jour en France aujourd'hui. Et donc, c'est encore une réalité très présente. Et puis je dirais même c'est le fondement en fait de la construction d'une société qui fait que pourquoi on accepterait en fait qu'il y ait des gens qui soient utilisés pour leur force de travail, qui soient mis dans des conditions en fait de travail extrêmement brutales et qu'il n'ait pas soit une égalité salariale ou une reconnaissance en fait à égalité avec les autres métiers ou à égalité en fait entre ceux qui produisent le capital et ceux qui utilisent justement les fruits de cette production. Donc ça c'est un problème de fond, c'est très important. Alors, une question ici. Bonsoir, d'abord merci, je vais m'empresser de conseiller le film à mes élèves de 3e. Première chose. Et deuxième chose, pour rebondir sur ces conditions de travail, j'ai l'impression que la thématique de réduction du temps de travail est très importante au début et semble peut-être un peu abandonnée, peut-être tout simplement parce que vous l'aviez déjà évoqué au début, mais qui reste quand même un combat jusqu'à la fin au moins du XXe siècle et peut-être encore au début du XXIe. Vous avez raison. Là aussi, moi, ça m'a frappé. Je le savais pourtant, mais en même temps, quand on se plonge dans un sujet comme ça, on prend un peu plus conscience des choses. Que le premier mot d'ordre de la CGT pendant des années, à partir de 1895 et jusqu'en 1919, ce soit la journée des 8 heures, et que ça ait à ce point-là irrigué l'action militante, en tout cas des syndicalistes, tellement la journée de 12 heures, alors ça dépendait des entreprises, hein, ça pouvait être 10 heures dans certaines entreprises, parce que les patrons, les ouvriers
pour faire simple, les ouvriers ont souvent conquis des droits dans leur propre entreprise qui ont devancé la loi, qui ont anticipé la loi. Il y a des entreprises qui ont été obligées d'accorder un jour de congé le dimanche avant qu'il y ait une loi au début du siècle qui l'impose. Les mineurs ont obtenu des caisses de secours, des soins gratuits avant qu'on invente la sécurité sociale. Mais quand même, cette thématique de la réduction du temps de travail, pour nous, c'était très important qu'on comprenne qu'elle était au fondement même du mouvement syndical. Et c'est vrai que vous avez raison. Une fois qu'on a mis un gros focus dans un film comme ça sur un sujet, c'est un peu difficile de le continuer. Moi, ce qui m'aurait intéressé, ce que j'aurais voulu raconter, mais c'était trop technique, trop compliqué, c'est qu'en fait, les 40 heures obtenues en 1936 n'ont jamais été appliquées, en réalité, jusque dans les années 70. Et que c'était... Donc... les 48 heures ont été appliquées, donc la journée de 8 heures. Les 40 heures sont appliquées très peu de temps, et en fait, dès qu'il y a la déclaration de guerre, on repasse à 60 heures. Bon. Et après-guerre, les entreprises et les gouvernements vont tout faire pour ne pas l'appliquer. Donc en réalité, les 40 heures, c'est ce qui est un peu un mensonge de l'histoire, et auquel on a participé. On a montré la banderole, 40 heures, le Front populaire. En fait, les 40 heures n'ont pas été appliquées en 1936. Elles ne seront appliquées que beaucoup plus tard. Et que donc, effectivement, on aurait pu aller après la réalité des 40 heures dans les années 60, puis les 39 heures. On aurait pu. Mais les 35. Et les 35, mais le film était fini déjà. Non, j'exagère, le film n'était pas terminé, parce que c'est 97, pardon. Mais oui, vous avez raison, mais c'est vrai que c'était difficile d'y revenir. Mais peut-être qu'on aurait pu faire une référence, c'est juste. Il vous reste une quinzaine de jours pour faire des petits changements avant la diffusion. Fabien, tiens, on pourrait faire un petit truc là. Tu crois pas qu'on devrait faire un petit truc là avant la diffusion? Mais on est d'accord qu'il reste un film à faire sur aujourd'hui, ça c'est sûr. Bon, je crois qu'on va vous remercier beaucoup. Ouais. On va vous souhaiter bonne chance pour la diffusion. Un grand merci à France Télévisions qui nous a permis de montrer le film ce soir à Pessac et puis dans 10 autres villes. Et je répète, beaucoup de films consacrés au travail toute la nuit du 10 octobre. Vous n'êtes pas obligé de rester éveillé, ça sera en replay sur France Télévisions. Mais donc, voilà, le service public consacre plusieurs documentaires, je crois qu'il y en a 5, au monde du travail. Dans cette première nuit du documentaire de France Télévisions. Donc n'hésitez pas, si le sujet vous a intéressé, à aller à voir ces films. Merci à tous les deux.